Comment j'avais été arrêté? Après être allé pour défendre mon client, toutes les polices de ce pays, qui est un État policier, avaient été mobilisées pour me rechercher. Perquisition jusqu'à dans des lieux saints à Touba, au domicile de mon client, ainsi de suite. Pendant 4 jours, j'ai réussi à leur échapper. Et ensuite, j'ai pris un bateau. Je pense que je suis le premier à avoir pris une barque clandestine occidentale pour partir du Sénégal. Et pendant 25 heures, on a été sur l'Atlantique avec 2 pêcheurs jusqu'à arriver en Mauritanie. Il y avait plusieurs options. Il y avait le Cap-Vert, mais c'était 5 jours. Dans la barque, on allait couler. La barque était minuscule. Il y avait le Mali, mais le Mali, c'était le risque que mon client soit accusé d'être protégé par la Russie. Parce que le Mali est un pays qui a fait un coup d'État, où il y a eu un coup d'État où le régime en place est soutenu à passer des accords militaires avec la Russie. Et donc, même si c'était l'option la plus sûre pour moi, je préférais prendre le risque de mourir noyé dans l'Atlantique que l'on puisse générer des théories complotistes contre mon client et contre moi-même, en prétendant qu'en fait tout ça était justement une opération anti-française, comme le prétendent en général nos autorités, qui sont en général ont assez peu d'imagination au moment de justifier leur échec. Et donc il y avait le Cap-Vert, donc comme je vous l'ai dit, 5 jours, et après le reste en fait était la Gambie et la Guinée étaient des pays où il était impossible de sortir parce que trop alliés avec le pouvoir en place. Et donc la Mauritanie, c'est 25 heures en bateau, dans ce petit bateau qui a commencé à couler, donc on a fini par s'arrêter avant d'arriver à la capitale. Et là, c'est l'enlèvement par les services secrets mauritaniens, probablement en coopération ou sur ordre avec la France. Jamais la Mauritanie n'aurait osé me renvoyer au Sénégal, où encore une fois j'encourais perpétuité parce qu'on m'accusait de terrorisme pour avoir défendu en tant qu'avocat cet homme qui lui-même avait été arrêté pour terrorisme, après avoir été accusé de viol, après avoir été accusé de vol de téléphone portable. C'était ça le prétexte pour l'arrêter. Bon, vous voyez, à un moment donné, quand le régime politique est en roue libre, il est en roue libre. Donc, jamais les autorités mauritaniennes m'auraient cagoulé, menotté et renvoyé à 300 km de là où j'étais, après m'avoir enfermé dans des geôles des services de renseignement, de la sûreté, de la sécurité générale, sans l'approbation, l'autorisation, voire l'incitation des autorités françaises. Ce qui n'était pas calculé, c'était l'ampleur de la réaction sociale au Sénégal, mais aussi en France, qui a fait que la façon de se débarrasser du problème Branco, en fait, n'était peut-être pas la juste, et qui a fait qu'au bout de 4 jours, le pouvoir sénégalais, suite à des interventions notamment des gouvernements portugais et espagnols au niveau des chefs d'État, c'est à ce niveau-là que ça s'est joué. Parce que là-bas, on protège ses ressortissants, quelles que soient les idées politiques qu'ils défendent. Là-bas, il y a une primauté qui consiste à dire, malgré les conflits de partisans ou de classe, on ne laisse pas un avocat encourir perpétuité dans une des pires prisons du monde parce qu'il a défendu un opposant politique. Ça, on l'accepte. En France, on l'accepte. Et il n'y a pas eu un mot. Pas eu un mot du gouvernement français sur cette affaire. Il n'y a pas eu un mot du gouvernement français sur les 60 morts des gamins, parfois de 13 ans, qui ont été tués à balles réelles par les autorités sénégalaises pour essayer de préserver leur clampin qui était recruté, au contraire, par l'Élysée. Comme envoyé spécial du Forum pour la paix, une de ces inventions diplomatiques ridicules de Macron, après ces massacres.